Super. Alors, monsieur le directeur exécutif, monsieur le coordonnateur, chers participants, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cet espace d'échange à l'occasion de la première session de renforcement des capacités du personnel du centre de recherche et d'information pour le désarmement et la sécurité. Le thème de cette session, c'est l'introduction au désarmement et à la non-prolifération, où on va viser une certaine compréhension des actions et des engagements internationaux. Avant de poursuivre mes propos linéaires, nous allons peut-être procéder à un petit tour de table pour se présenter, pour savoir à peu près à qui on a affaire. Donc, moi, je suis Daniela Pelli et j'aurai le plaisir de modérer la session éducative de ce soir. Je suis assistante à la coordination au centre CRITS. Je vous laisse juste peut-être donner votre nom et prénom et peut-être la personne qui vous a invité et ce que vous faites dans la vie. Voilà. Vraiment, 1 minute. Je vous laisse le micro. Vous pouvez les activer, hein. Damito, Achille, Yannick. Je vois plein de noms, vous pouvez vous présenter. Bonsoir. Bonsoir Daniela, bonsoir le CRIT. Je suis Damitote Bigoudini. Je suis chercheur associé auprès du Centre de recherche et d'information pour le désarmement et la sécurité CRIT, étudiant en fin de parcours master de diplomatie et relations internationales. Je passe la parole donc à M. Achille pour me succéder. Merci. Oui, bonsoir à tous, bienvenue. Donc, je suis Achille Mahé, je suis chercheur pour le CRIDS depuis le départ, une jeune organisation qui travaille en effet à promouvoir le désarmement et la sécurité à l'international. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ok, moi je suis Kimbienga Yendouka Douti. Je suis étudiant en master à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel. Je suis surtout ici pour apprendre de vous. Bienvenue. Merci. Moi, c'est Sims Nono Simabatu. Je travaille comme directeur exécutif du CRID. Je suis expert sur les questions liées au désarmement, contrôle des armements et sécurité internationale. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Maître Yannick Ngangou. Je suis avocat au barreau de Bandundu, en République démocratique du Congo. Je suis chercheur associé au sein du SCRID. Et voilà, je suis diplômé en Master 2 droit pénal des affaires. Et voilà, merci. Bonsoir, moi c'est M. Mixon Mingina. Malheureusement, ma caméra pose un petit problème ici, un petit souci. Je suis coordonnateur au sein du CRID et je suis en charge des relations internationales et partenariats. Merci. N'hésitez pas à activer vos micros. Je vois qu'il y a encore 2 ou 3 personnes. Vous pouvez vous présenter. Bonsoir, moi je suis Grace Mafi, je suis étudiante en Master 2 Relations internationales à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Merci. Bienvenue. Alors, il nous reste 2 autres personnes. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Bonsoir, vous me recevez? Moi, c'est Touré Abdoulazim. Allô? Oui, allô, oui, Oui, allô, on vous écoute. D'accord, Touré Abdoulazim, j'ai mon master en fiscalité, actuellement collaborateur d'avocat. Bienvenue. Merci.
Alors, il me semble qu'il me reste 2 personnes ou 3 personnes. Non, c'est chez nous. Voilà, parce que je viens d'accepter une personne, Asimti. Bon, alors, sans plus tarder, je vais peut-être reprendre la parole et puis on verra au fur et à mesure s'il y a des choses qui se rajoutent. Et dans tous les cas, il y aura une session de questions-réponses où vous pourrez toujours vous représenter. Donc, les présentations étant faites, il me semble indispensable de vous situer à peu près dans le contexte de cette session de travail. Alors, bien avant, je compte déjà vous dire qui on est, ce qu'on fait. Comme vous le savez, le Centre de recherche et d'information pour le désarmement et la sécurité, c'est un groupe de réflexion dont le but est de promouvoir le désarmement et la non-prolifération par l'information, la sensibilisation et l'éducation. Actuellement, la sécurité humaine, individuelle et collective est aujourd'hui au cœur des enjeux nationaux et internationaux. Le Centre de recherche et d'information pour le désarmement et la sécurité, en sigle CRIT, oriente ses activités vers la contribution aux efforts des paix et des sécurités internationales pour atteindre le développement durable auprès des États et même au niveau... Alors, excusez-moi, si vous pouvez juste muter vos micros, ce serait super. Voilà. Donc voilà, et plus précisément, nous, c'est plus au regard de l'actualité internationale, l'actualité conflictuelle actuelle et de certaines situations des pays dans le monde. On estime que l'éducation au désarmement apparaît aujourd'hui comme un moyen de prévention pour lutter contre la prolifération des armes. C'est dans cette optique donc que les centres de recherche et d'information pour le désarmement et la sécurité aujourd'hui souhaitent renforcer les capacités de ces personnels afin que ces derniers puissent être plus outillés et puissent participer de façon plus efficace à la lutte contre la prolifération des armes. Cette session a pour objectif de permettre aux participants d'avoir une bonne compréhension des questions relatives au désarmement et au contrôle des armes et à la non-prolifération. Et si vous voulez, plus spécifiquement, à l'issue de cette session, les participants ainsi que les membres du CRID seront en capacité d'avoir une nouvelle approche des outils pour leur permettre de mieux s'engager et de mieux militer en faveur de la réduction et de l'élimination de toutes les formes d'armement, des guerres ainsi que les proliférations des armes. Au-delà de cela, les participants à ces webinaires auront la capacité ainsi que les compétences spécialisées et nécessaires qui les permettront de créer un impact positif en matière de prévention et de consolidation de la paix. Alors, par rapport à la méthodologie, on va dire que nos travaux se déclineront comme ce qui suit. Il y aura d'abord une première partie où on vous partagera une vidéo où vous pourriez suivre. Ensuite, il y aura une intervention de notre cher président, directeur du CRID, Sims, qui va vous présenter le contenu donc, de la session. Puis après, s'en suivra un échange entre les participants. Et puis après, il y aura le temps de questions-réponses, puis une petite synthèse. Alors, sans plus tarder, je vais déjà vous présenter qui c'est le directeur exécutif du CRID et ce qu'il fait actuellement. Donc, Sims Nono Simabantu Maele, c'est un ancien diplomate de la République démocratique du Congo, expert et chercheur en désarmement et contrôle des armements. C'est ancien boursier au programme des études, des formations, des services au consulat des Nations Unies en matière de désarmement et ancien élève du GCSP. Il travaille actuellement comme directeur exécutif du Centre de recherche et d'information pour le désarmement et la sécurité, CRIDS en sigle. Son travail consiste en mettre en œuvre
les directions stratégiques et des données des orientations pour atteindre des objectifs de l'organisation. Au cours de sa carrière, entre 2011 et 2018, il a travaillé comme membre de l'Autorité nationale des responsables en charge de la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, en sigle CIAC-RDC, donc en République démocratique du Congo, pour le compte du ministère des Affaires étrangères et comme aussi expert sur les questions liées au désarmement et sécurité internationale au ministère intérieur de sécurité et des décentralisations pour le compte, cette fois-ci, du Comité national du désarmement et de la sécurité internationale. Actuellement, il est détenteur d'une licence en relations internationales dans l'option politique internationale à l'Université de Kinshasa et d'un master en sciences politiques, orientation relations internationales, spécialiste de la paix et des sécurités à l'Université libre de Bruxelles. Il a aussi été formé en droit international du désarmement et à la mise en œuvre du traité qui concerne les armes au GCSP. Sims Maele Nono est auteur de plusieurs articles sur des thématiques tout justement qui sont liées au désarmement et au contrôle des armes. Il a également participé à plusieurs conférences de haut niveau, des séminaires ainsi que des formations sur le plan international dans les domaines de la diplomatie, du désarmement et à la maîtrise des armes pour la paix et la sécurité. Il a également collaboré avec plusieurs organisations internationales dans ces domaines. Alors, nous allons du coup commencer notre session. Je vais vous partager une petite vidéo qui dure quelques minutes et puis après, on se retrouvera juste après. Alors, tac. Dites-moi si vous voyez mon écran. Oui, ça va. Ok, alors, tac. Ah, ça a dû s'échapper. Voilà. Tout au long de l'histoire, les pays ont cherché le désarmement pour mettre fin aux courses aux armements, instaurer la confiance et protéger les populations. Le désarmement est au cœur du travail des Nations Unies depuis leur création et il est essentiel pour construire un monde plus sûr et plus pacifique. Mais qu'est-ce que le désarmement? Pour les Nations Unies, cela signifie 1. L'élimination des armes de destruction massive, 2. La réglementation des armes conventionnelles et la réduction équilibrée des forces armées, et 3. S'assurer que les nouvelles technologies sont utilisées conformément aux normes internationales. Alors, pourquoi le désarmement est-il important? L'accès aux armes ne provoque pas nécessairement un conflit, mais il peut l'encourager, l'intensifier et le prolonger. Le désarmement et la maîtrise des armements jouent un rôle essentiel dans la prévention et la fin des crises et des conflits armés. Le désarmement peut également réduire une immense charge financière pour les sociétés. Rien qu'en 2019, les dépenses militaires mondiales se sont élevées à 1,917 milliard de dollars américains, le chiffre le plus élevé depuis la guerre froide. Cela représente environ 250 dollars américains pour chaque personne dans le monde et plus de 12 fois ce que les pays riches dépensent en aide. Le coût d'un seul avion de combat furtif est suffisant pour scolariser 200 000 enfants pendant 1 an. Le coût d'un char de combat est suffisant pour traiter 26 000 personnes contre la malaria. Et c'est sans compter les coûts des biens détruits et des vies perdues et ruinées par les conflits. Le monde est surarmé et la paix est sous-financée. Le développement durable ne peut se produire que dans un environnement sûr et sécurisé, et nous avons besoin du désarmement pour y parvenir. Donc voilà, je vais juste passer la parole au directeur du CRID qui va continuer la suite de cette session. Sims Nono, à vous la parole. Oui, je suis là. Merci Daniela pour ta présentation et
Voilà, et j'espère que vous venez de suivre la petite vidéo qui retrace un peu tout ce que nous allons dire dans le cadre de cette session. Je m'en vais déjà partager mon exposé, si vous me le permettez, juste le temps de partager. C'est bon? Oui. Alors, quelques minutes. OK. Oui, encore une fois de plus, merci, chère Daniela, pour la parole. Alors, vu la petite vidéo que vous venez de voir, moi, je vais centrer vraiment, conformément à la note conceptuelle qui a été proposée par notre chère Damitote, je vais centrer mon intervention sur l'introduction au désarmement, mécanismes, processus et rôle des Nations Unies. Alors, la première des choses, à savoir dans le cadre de cette session de renforcement des capacités, est qu'après cette formation, vous aurez appris c'est quoi le désarmement, pourquoi le désarmement est important, c'est quoi le rôle des Nations Unies dans le cadre du mécanisme, parce qu'on ne peut pas comprendre les désarmements ou les questions relatives aux maîtrises des armements sans pour autant maîtriser son mécanisme. Donc, je m'en vais déjà à la présentation. Je préfère commencer par cette question un peu choc. Qu'entendez-vous par les désarmements? Parce qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde, vu l'insécurité grandissante, vu l'augmentation des dépenses militaires et les risques d'utilisation des armes nucléaires, la prolifération des armes dans le monde, dans toutes les négociations au niveau international, les gens parlent de désarmement, il faut un désarmement, le désarmement est urgent. Mais c'est quoi en fait le désarmement? Pourquoi on se pose cette question? Je me rappelle lors de mes échanges avec les coordonnateurs, on s'est dit, mais les désarmements et les DDR sont des choses différentes parce que lorsque les gens entendent désarmement, d'autres ont tendance à dire désarmement signifie désarmer, d'autres ont tendance à les confondre avec DDR qui signifie désarmement, démobilisation et réinsertion. Alors, il fallait clarifier les choses. D'abord, le DDR fait partie du désarmement. Ce n'est qu'une partie infime dans le désarmement général et complet. Alors, c'est quoi les désarmements? La première chose à retenir ici est de vraiment comprendre que les termes de désarmement revêtent une dimension polysémique. C'est-à-dire, le désarmement se définit de plusieurs façons. Mais il y a des termes génériques qui reviennent à chaque fois que nous définissons les désarmements. C'est la raison pour laquelle, dans les dictionnaires ordinaires du désarmement, le désarmement est considéré comme l'acte de rendre les armes. En 1978, le processus de désarmement a été décrit dans les rapports d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale qui définissait pour la première fois comme le désarmement comme étant un processus graduel mais efficace, commençant par la réduction du niveau actuel des armements. Et si vous allez lire, par exemple, au niveau de l'OTAN, le désarmement désigne l'acte d'éliminer ou d'abolir les armes. Ici, en particulier, l'OTAN fait allusion aux armes offensives. Et cela se fait soit de manière unilatérale, soit de manière latérale. Je vais expliquer la signification de tout ce qui est unilatéral ou latéral après. Mais pour l'OTAN, le plus important, c'est la réduction. La destruction, pardon. Pour l'OTAN, le plus important, c'est la destruction. Donc, pour l'OTAN, il considère le désarmement comme cet acte-là, latéral ou unilatéral, qui consiste à détruire les armes. Mais vous allez vous rendre compte qu'un État ne peut pas défendre sa souveraineté s'il détruit toutes ses armes. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous allons plus loin
nous allons plus loin, vous allez vous rendre compte que le désarmement est aussi ce large éventail des mesures bilatérales, c'est-à-dire entre des États, multilatérales, avec les organisations internationales, avec pour accord ou objectif la suppression, la réglementation, la limitation ou la réduction des armements, des forces armées et des dépenses militaires. Si vous captez ce que je suis en train de dire, ici, l'objectif visé, c'est vraiment limiter les développements, les tests, les déploiements ou les transferts, ainsi que l'utilisation des armes. Mais il y a les mots interdits qui reviennent. Je considère les mots interdits comme terme générique parce que lorsque nous irons plus loin, peut-être dans d'autres sessions, vous allez vous rendre compte que la majorité des conventions qui interdisent les armes, c'est souvent conventions sur l'interdiction, traités sur l'interdiction, parce que vu les conséquences néfastes que causent les armes, on estime qu'au lieu de limiter ou de réglementer, il faut tout justement interdire. Alors, eu égard de tout ce que je viens d'évoquer, moi personnellement, j'ai défini le désarmement comme un processus par lequel un État s'engage aux interdictions, aux restrictions, au développement, au stockage, aux essais, au transfert et sur l'élimination des armes. Voilà, c'est de cette façon-là que moi j'ai défini le désarmement. Et j'insiste vraiment ici, il ne faut pas confondre les désarmements avec les DDR. Les DDR, c'est un processus de désarmement qui consiste à désarmer, démobiliser, réinsérer ou réintégrer. Là, c'est après avoir utilisé les armes, qu'on met en place ces processus qui fait partie intégrante du désarmement. Mais le désarmement en soi n'est pas le DDR. Le DDR fait partie du désarmement. Donc, le désarmement, c'est ce processus-là qu'un État engage par les voies latérales, c'est-à-dire ça peut être par sa propre volonté, cela peut être par la voie multilatérale, c'est-à-dire dans le cadre de ses engagements avec d'autres organisations internationales. Ça peut être aussi dans un cadre bilatéral, c'est-à-dire en coopération avec d'autres États, avec pour objectif d'interdire ou de mettre en place des politiques ou des mécanismes visant à interdire et à éliminer un certain nombre de désarmements. J'espère que jusque-là, ça va. Alors, les objectifs majeurs du désarmement incluent, premièrement, le maintien de la paix et de la sécurité. Deuxièmement, la résolution, la prévention et résolution des conflits armés. Troisièmement, la protection des civils. Et quatrièmement, les processus du développement durable. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, dans les objectifs majeurs du désarmement, on dit que le désarmement inclut le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ici, conformément, déjà, je m'en vais après la Deuxième Guerre mondiale, conformément à la Charte des Nations Unies, dès sa création en 1945, au lendemain d'une guerre mondiale dévastatrice, l'ONU a doté ses membres fondateurs d'un objectif prioritaire. C'est-à-dire, à travers les désarmements, dans l'objectif de maintenir la paix et la sécurité, l'ONU a un objectif prioritaire qui est celui de maintenir la paix et la sécurité. Et c'est dans ce même ordre d'idée que toutes les activités des Nations Unies couvrent principalement les domaines de la prévention, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix. Et d'ailleurs, il y a des mesures qui sont même coercitives pour faire en sorte que la consolidation de la paix, dans le cadre des casques bleus, maintien de la paix et autres, fasse partie des priorités du système
des Nations Unies. Alors, à ce qui concerne le deuxième objectif majeur du désarmement, qui est la prévention et la résolution des conflits, il faut juste comprendre que le moyen efficace de réduire les souffrances et les coûts massifs des conflits, c'est de les empêcher en fait. Ici, l'ONU joue un rôle important dans la prévention. Et en particulier, il y a des missions des Nations Unies presque un peu partout dans le monde, surtout dans des zones à risque. Il y a par exemple la MONUSCO en République démocratique du Congo, la MINUSMA en République centrafricaine, un peu par-ci, par-là. Il y a toutes ces missions. L'objectif est de prévenir et résoudre les conflits armés. Alors, en ce qui concerne le troisième objectif majeur relatif à la protection des civils, je dirais tout simplement que la protection civile fait partie intégrante des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Vous allez vous rendre compte que tous ces objectifs majeurs se combinent avec un seul objectif, le maintien de la paix, de la sécurité et le respect des droits humains et développement durable. Alors, l'objectif majeur relatif au développement durable, ici, je m'en vais un peu. Bon, ceux qui sont à l'interne du CRID savent, on a travaillé sur un document où on a essayé de faire les liens entre les désarmements et les objectifs du développement durable. Vous allez vous rendre compte que dans l'objectif ODD 16, qui consiste à promouvoir l'événement de société pacifique, est en lien avec les désarmements. Par le simple fait que cet objectif favorise l'événement des sociétés pacifiques et ouvertes à tous. Cet objectif-là promet également l'état des droits, la mise en place des institutions participatives, ainsi qu'un accès équitable à la justice. Mais lorsque nous lisons par exemple l'objectif 16.1, les désarmements et la réglementation des armements contribuent à réduire le nombre de décès dus à une violence armée, en interdisant et en limitant l'utilisation de certains types d'armes et en mettant en place une maîtrise effective des armements et des munitions. C'est-à-dire quoi? Cet objectif, en lien avec les désarmements, aide également les États à mettre en place des mécanismes et des politiques au niveau national pour suivre de près tout ce qui est armement ou maîtrise d'armement pour permettre de réaliser les objectifs du développement durable. Il y en a plusieurs. Il y a également l'objectif 16.4 où les désarmements et la réglementation des armements réduisent aussi tout ce qui est armes qui peut déclencher alimenter ou prolonger les conflits armés. Et si nous allons dans l'objectif 16.6, la mise en place des mesures transparentes et d'instauration de la confiance dans les domaines militaires, notamment l'établissement des rapports sur les dépenses militaires, permettent à ce que la traçabilité et autres réorganisent les choses de telle en sorte que les armes ne circulent pas et cette réglementation permet à ce que les gens vivent aussi dans la paix et la sécurité. Alors, dans la deuxième partie de mon intervention, j'ai voulu qu'on réponde à cette question parce que lorsque nous étions en train de travailler sur cette présentation avec les coordonnateurs, je pense qu'ils vont s'en rappeler, on s'était dit l'objectif de cette session était non seulement au-delà des renforcements des capacités, mais que les gens comprennent c'est quoi les désarmements et c'est quoi l'importance du désarmement. Je pense que Daniela l'a aussi dit dans sa présentation et l'importance Daniela l'a dit dans sa présentation, je vais essayer de développer, mais l'importance du désarmement, Daniela l'a dit, permet aussi
aux personnes qui sont renforcées en capacité de s'engager pour créer un impact positif en ce qui concerne la limitation des armements pour contribuer aux objectifs de paix et de sécurité. Alors, pourquoi le désarmement est-il important? Je m'en vais directement dans les 3 piliers du système des Nations Unies. C'est là où vraiment réside un lien entre le désarmement et le système des Nations Unies. Déjà, lorsque nous lisons dans la Charte des Nations Unies, l'objectif des Nations Unies, c'est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Souvent, les gens négligent, souvent les gens négligent l'aspect droits humains et développement durable. Or, cela font partie des 3 piliers du système des Nations Unies. Premièrement, les Nations Unies travaillent à travers les désarmements pour la paix et la sécurité. En d'autres termes, je dirais, la paix et la sécurité sont les principales raisons pour lesquelles l'ONU œuvre en faveur du désarmement. Ici, l'organisation s'efforce d'aider les États membres à concilier des positions divergentes sur des questions de désarmement, à communiquer leur savoir, à créer un espace de dialogue comme nous sommes en train de partager en ces moments pour trouver des solutions. Et les Nations Unies axent également son programme en matière de désarmement sur l'appui qu'elle apporte aux négociations multilatérales, par exemple, à la non-prolifération des armes de destruction massive et autres types d'armements tels que les armes classiques, les désarmements régionaux, ainsi que la sensibilisation du public. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque nous avons mis en place les centres de recherche et d'information pour les désarmements, nous avions estimé que la sensibilisation revêtait une importance prépondérante pour plus toucher les gens, pour sensibiliser les gens, enfin d'œuvrer en matière de désarmement. Donc, c'est pourquoi les Nations Unies aident à prévenir les courses aux armements, à réduire tout ce qui est possibilité des conflits, de renforcer les normes internationales par des négociations multilatérales, délibération et consensus, mais également à améliorer la transparence militaire tout en favorisant la confiance entre États membres. Là, c'est juste au niveau de la paix et sécurité. Alors, au niveau des droits humains, nous savons tous qu'est-ce que les droits humains. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, aller chercher des définitions. Tout ce qu'il faut retenir ici, les droits humains fait partie des piliers des systèmes des Nations Unies parce que les désarmements travaillent pour les droits humains pour empêcher les trafics d'armes illicites aux auteurs des violations des droits humains, premièrement, à aider à protéger les civils non armés, à prévenir l'exploitation des enfants dans les conflits et mettre fin aux actes de violence sexiste. Je donne un exemple, rien qu'en République démocratique du Congo, aujourd'hui, les viols sont utilisés comme une arme de guerre. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau des systèmes des Nations Unies, on a prévu tout ça pour empêcher que tous ces belligérants ou tous ces groupes, je dirais les terroristes, puissent utiliser les femmes ou les enfants comme armes de guerre avec pour objectif de justifier leur terreur. Donc, les droits humains, vraiment, c'est un pilier important. J'aime marteler là-dessus parce que ça nous concerne aussi, nous tous. Alors, le troisième pilier du désarmement, dans le cadre du système des Nations Unies, c'est le développement durable. J'ai déjà évoqué ça là-haut, l'objectif 16, en ce qui concerne la paix, la justice et les institutions
forte. Mais il faut aussi dire que le développement durable soutient les processus de reconstruction, de réintégration post-conflit. Ici, c'est vraiment dans le cadre du DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. J'aimerais vous faire rire un peu parce qu'en République démocratique du Congo, on a fait tellement de DDR, c'est devenu DDRRRR, donc réintégration, réinstallation, réformation, retransformation, mais on n'a pas atteint les objectifs escomptés parce qu'on a négligé plusieurs aspects politiques en termes de sensibilisation et autres. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réintégrer ceux qui trouvaient leur besoin de se nourrir dans les armes sans, en contrepartie, leur éduquer sur les méfaits des armes, mais aussi leur trouver quelque chose à faire pour ne plus aller retoucher aux armes. Étant donné qu'une Kalachnikov ou un AK-47 dans ces zones de guerre coûte à peu près $25. Donc, si une personne s'en procure 15 ou 20, il peut se créer une petite rébellion pour s'aimer la terreur. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les piliers, les 3 piliers du désarmement par rapport au système des Nations Unies. J'espère que jusque-là, ça va. Oui, ça va. Alors, quels sont les objectifs du désarmement? Ici, j'aimerais vraiment que nous puissions être attentifs parce que le monde évolue, le désarmement évolue aussi. En fait, le système des Nations Unies adapte les questions relatives au désarmement, tenant compte des enjeux de paix et de sécurité. Vous allez vous rendre compte qu'après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu la guerre froide, le désarmement a permis de maintenir quand même la paix et la sécurité lorsque l'URSS a été vaincu au travers tous les mécanismes qui ont été mis en place par les Nations Unies à l'époque. Mais nous avions tous cru que ce qui s'est passé en 1945 à Hiroshima et Nagasaki devait mettre fin effectivement à la guerre froide. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu bombe atomique, avec les millions, les nombres de morts qu'il y a eu au niveau d'Hiroshima et Nagasaki, on pensait que cette arme-là ne pouvait plus être utilisée. On allait l'abolir directement pour dire vivons en paix parce que lorsque nous utilisons ce type d'armement, il y aura des conséquences très néfastes. Mais au lieu que cela nous apporte la paix, je dirais par contre que cela a ouvert la voie à la prolifération et au surarmement des États qui se disaient nous aussi, on doit posséder cette arme pour jouer notre rôle de superpuissance sur le plan international. En même temps, l'arme nucléaire est devenue une arme d'intimidation, mais c'est à travers la dissuasion que j'ai toujours dit que cela représente une fausse garantie de sécurité parce qu'elle ne cesse de maintenir le monde dans l'équilibre de la terreur. Pour preuve, Poutine a menacé 2 fois d'utiliser l'arme nucléaire depuis qu'il y a eu un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est pour vous dire que les armes nucléaires n'apportent pas la paix, retardent juste l'apocalypse, si je peux le dire comme ça. Alors, quels sont les objectifs du désarmement? Je dirais que, vu tout ce qui s'est passé depuis 1945 jusqu'en ces jours, je dirais presque 76 ans, il y a eu plus de conflits armés, il y a eu le développement des systèmes d'armement et autres. Et cela a permis au système des Nations Unies d'adapter aussi les désarmements et les contrôles des armements. En ces jours, les Nations Unies, le désarmement poursuit 10 objectifs. Alors, la première des objectifs des Nations Unies, c'est de réaliser ou d'atteindre un monde
sans armes nucléaires dans un environnement sûr et sécurisé. Ici, je me réfère juste à tout ce qui a été mis en place par les Nations Unies. Premièrement, il y a les traités sur l'interdiction des armes nucléaires. Nous étions d'ailleurs avec le cordon au mois de juin à la première réunion des États parties qui a abouti à un document et une déclaration qui condamne l'utilisation de ces armes. Et maintenant, nous allons continuer dans ces processus pour sa mise en œuvre. Donc, la prochaine conférence dans ce cadre aura lieu au niveau des États-Unis et l'ECRID participera parce que nous avons débuté ces processus jusqu'à ce que les traités entrent en vigueur et obligent les États à restreindre certains types d'armements dans ce sens-là. Donc ça, c'est le premier objectif, un monde exempt d'armes nucléaires. Et toujours dans ce cadre, il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place, c'est-à-dire des instruments juridiques contraignants qui interdisent soit l'utilisation, soit les essais et autres. Alors, deuxièmement, il y a aussi les traités de non-prolifération. Les traités de non-prolifération est considéré comme le pierre angulaire du maîtrise des armements. Mais malheureusement, ces traités souffrent aujourd'hui parce que les États détenteurs des armes nucléaires font la sourde oreille. D'ailleurs, la réunion qui a eu récemment a échoué. On n'a pas obtenu un accord du fait que la Russie a posé son droit de veto au Conseil de sécurité. Mais moi, je ne condamnerai pas seulement la Russie. Il s'agit de tout l'État détenteur des armes nucléaires. Il manifeste l'hypocrisie en disant « nous sommes pour le désarmement à gauche », mais à droite, ils continuent non seulement de perfectionner leur système de désarmement, mais ils continuent de brandir leur épée nucléaire en menaçant soit par la dissuasion, en disant que si tel pays utilise, nous aussi nous allons utiliser. Donc moi je pense que c'est l'hypocrisie des grandes puissances et c'est la raison pour laquelle ce genre de session éducative a pour objectif de nous offrir des connaissances nécessaires pour s'engager davantage afin de contraindre ces États-là à revenir dans la table de la négociation pour négocier vraiment un désarmement général et complet. Troisièmement, il y a les traités de Pelindaba. J'aimerais ici nous rappeler que les CRID, c'est un projet d'où les objectifs ou les activités ou les programmes est réorienté en Afrique. Et les traités de Pelindaba, c'est un traité qui a été initié par les États africains pour faire de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires. Et aujourd'hui, l'Afrique est un modèle en matière de désarmement nucléaire parce qu'au-delà de ces traités-là qui nous exemptent, c'est-à-dire on s'est décidé de ne pas se doter d'armes nucléaires en Afrique parce que nous estimons que les conséquences humanitaires sont très néfastes. Ça, c'est la première des choses. Mais l'Afrique joue un rôle très majeur sur le processus du désarmement parce que les États africains se sont toujours montrés favorables et ont mis en place une politique commune en faveur du désarmement qui fait en sorte qu'au niveau des traités de non-prolifération ou les traités sur l'interdiction des armes nucléaires, l'Afrique a un plus grand nombre de pays qui ont non seulement signé et ratifié. Et les cordons ne me contredira pas, l'Afrique d'ici d'ailleurs est en train de jouer un très très grand rôle au niveau de ces processus parce qu'il est dans toutes les interventions, dans toutes les assises pour faire avancer les choses dans ce sens-là. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, notre objectif est de promouvoir le désarmement par l'information, la sensibilisation et l'éducation pour contribuer aussi aux efforts de paix et de sécurité dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle les CRID existent aussi dans ce sens-là. Alors, le deuxième objectif du désarmement, c'est l'élimination totale d'armes chimiques et biologiques. Alors, en ce qui concerne ces deuxièmes objectifs, les armes chimiques et les armes biologiques n'ont jamais été utilisées en Afrique. Ça, c'est sûr. Ces armes n'ont jamais été utilisées en Afrique. Et je pense même, à part la Libye qu'on avait soupçonnée,
il n'y a aucun État en séjour qui détient les armes chimiques au niveau du continent africain ou les armes biologiques. Mais je tiens à rappeler, lorsque les produits chimiques sont très mal utilisés ou sont très mal manipulés dans les laboratoires, cela peut constituer une arme chimique ou biologique. C'est la raison pour laquelle il est important dans le cadre de ce deuxième objectif, à travers la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et la Convention sur les armes biologiques, de poursuivre cet objectif-là de désarmement pour mettre en place des mécanismes visant à suivre la mise en application de ces conventions pour limiter en fait l'utilisation, pour faire en sorte que les entreprises qui manipulent les produits chimiques en Afrique puissent déclarer non seulement leurs produits et puissent utiliser tenant compte de ce seuil-là qui arrange tout le monde en fait. Et concernant les armes chimiques, j'aimerais dire que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, c'est le seul traité du désarmement depuis sa mise en œuvre a permis à ce que les armes chimiques soient détruites dans le monde entier à 90%. C'est-à-dire qu'il reste quelques pourcentages où les États doivent détruire pour atteindre vraiment la destruction totale de ces armements-là. C'est d'ailleurs dans ces cadres-là que nous allons cette année participer à la 27e session avec les cordons des États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Nous avons d'ailleurs produit une déclaration que vous verrez dans les jours qui viennent, dans 2 ou 3 jours, dans nos plateformes de communication. Alors, le troisième objectif, c'est des normes humanitaires rigoureuses pour empêcher le commerce illicite des armes. Ici, je fais aussi référence au traité sur le commerce des armes, qui est un instrument juridique contraignant et régulateur qui empêche la circulation ou le commerce incontrôlé de ce type désarmement. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, il existe plus de 500 millions d'armes légères et de petits calibres qui circulent dans le monde et tuent à peu près 500 000 personnes chaque année, soit une personne chaque 5 secondes. C'est la raison pour laquelle il est important que ces objectifs soient vraiment mis en œuvre au travers les traités sur le commerce des armes pour éradiquer la prolifération sauvage ou même les vagabondages et les commerces illicites de tous ces types d'armement. C'est un objectif important, étant donné même que la majorité des conflits qui sont menés en Afrique, c'est souvent les armes légères et les petits calibres qui sont utilisés dans le cadre de ces conflits. Et au Sahel aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, nous sommes sans ignorer que le terrorisme représente un cancer qui freine non seulement le développement de cette partie, mais qui représente une menace permanente au niveau de l'Afrique, même je dirais. Et souvent, les terroristes utilisent ces armes-là parce que les armes légères et les petits calibres sont les armes faciles à acheter, faciles à manier, faciles à utiliser. Et même un enfant n'a pas besoin d'une formation pour tuer avec. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire en sorte, au travers ces genres d'initiatives, mettre en place des mécanismes et s'engager pour faire taire ces armes-là une bonne fois pour toutes. Alors, l'objectif 4, c'est la cessation des mines terrestres, d'armes à sous-munitions et d'autres armes sans discernement. Ici, je m'en vais aussi faire référence à la Convention sur l'interdiction, l'emploi, le stockage, la production, même les transferts de mines antipersonnelles. Et on appelle aussi Convention d'Ottawa. Cette convention-là je pense comment dirais-je, comment je peux utiliser les termes? Cette convention-là a soulagé en quelque sorte les parties qui étaient souvent gangrénées par les conflits armés, parce que après les mines pendant les conflits, les belligérants souvent posaient des mines antipersonnelles. Or, les dangers des mines antipersonnelles, ce n'est pas pendant la guerre.
mais c'est souvent après la guerre parce que les gens ont tendance à reprendre leurs travaux champêtres et lorsqu'ils s'en vont dans les champs pour soit faire tout ce qu'il y a à faire pour trouver à manger, et souvent ils sont victimes des mines antipersonnelles. Et c'est la raison pour laquelle cette convention-là a été mise en place en 1997 pour interdire l'utilisation, les transferts, les stockages de ces mines-là. J'aimerais rappeler ici que les mines antipersonnelles est très, très dangereuse parce qu'ils tuent sans distinction. Les mines antipersonnelles n'ont pas besoin, ne fait pas la distinction entre un enfant, un militaire, une maman, un papa, je ne sais pas, mais les mines antipersonnelles, il suffit d'entrer en contact avec, ça vous explose. C'est la raison pour laquelle cette convention-là a été mise en place et cette convention, à travers les Nations Unies, dans le cadre du désarmement, fait un travail remarquable qu'il faut saluer. Et aujourd'hui, les restes explosifs des guerres sont aussi souvent enlevés dans le cadre des opérations de déminage. Donc, voilà ce que je peux dire sur cet objectif. Mais au-delà de cela, l'objectif parle non seulement des mines antipersonnelles, mais des armes à sous-munitions. Alors, les armes à sous-munitions sont différentes des mines antipersonnelles. Les armes à sous-munitions, c'est ces types d'armements-là qui sont comme des mines antipersonnelles. Lorsque vous êtes en contact avec, ça sort de la terre et ça s'explose en libérant des particules qui tuent aussi sans distinction. Donc, c'est vraiment encore plus dangereux que les mines antipersonnelles. Raison pour laquelle il y a eu aussi mise en place, au-delà de la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, les Nations Unies ont négocié aussi de telle en sorte qu'il y ait mise en place de la Convention d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions. Alors, cette convention, c'est juste un traité international juridique contraignant qui interdit toute utilisation de fabrication, stockage, transfert des armes à sous-munitions. Et les armes à sous-munitions sont souvent utilisées en Amérique, même en Afrique, dans certains conflits. On a repéré des restes explosifs de guerre et après identification, on a estimé que c'était vraiment des armes à sous-munitions. Alors, il faut travailler, il faut s'engager davantage pour empêcher ce type d'armement parce que ça tue sans état d'âme, si je peux le dire comme ça. Alors, le cinquième objectif, c'est d'empêcher les terroristes d'acquérir des armes, en particulier des armes de destruction massive. Ici, j'aimerais juste nous faire une idée. Imaginez-vous que les terroristes qui opèrent au niveau du Sahel ou à l'est de la République démocratique du Congo, s'il s'avérait que ces terroristes étaient en possession des armes chimiques ou biologiques, ils vont tuer beaucoup de personnes. Regarde déjà ce qu'ils font avec le peu de moyens qu'ils ont. Alors, s'ils ont entre leurs mains les armes de destruction massive, c'est la raison pour laquelle l'ONU a, à travers les désarmements, a mis en place des mécanismes, des régimes de vérification et de contrôle pour empêcher à ce que les États facilitent cet accès aux terroristes d'acquérir ces types d'armements. Et nous, ici, vraiment, il faut dire que nous prions de manière à ce que ces types d'armements n'arrivent pas entre les mains des terroristes parce qu'ils vont tuer beaucoup de personnes et ce n'est pas bien pour la paix et la sécurité. Le septième objectif, c'est relatif à la transparence, la responsabilité dans les importations, les exportations et dans les dépenses militaires. Alors ici, je me réfère encore sur les traités sur le commerce des armes, qui est un instrument juridique contraignant qui joue un peu le rôle d'un élément régulateur de tout ce qui est transfert ou commerce des armes. Mais à cela s'ajoute aussi cette volonté-là de travailler aujourd'hui pour sensibiliser de telle sorte que les dépenses militaires alimentent les conflits et accentuent les tensions entre les États.
Et il faut aujourd'hui vraiment s'engager à travailler, à faire pression aux politiques pour que les dépenses militaires soient réduites et qu'ils investissent cet argent dans l'éducation ou dans le développement et pour permettre aux gens de vivre d'une manière paisible. Parce que, comme Daniela avait projeté une vidéo où on dit que juste un char pouvait scolariser 200 000 enfants par an. Donc, quand cet argent est dépensé dans le matériel militaire, c'est vraiment pitoyable. D'où il faut travailler dans ce sens-là pour limiter tout ce qui est dépenses militaires. Et le 8e objectif ici, c'est... Sims, excusez-moi. Je tenais juste à vous rappeler qu'il vous reste 10 minutes, donc je vais vous laisser finir la présentation des objectifs et c'est sûr et certain qu'on aura d'autres sessions. Voilà, je vous repasse la parole. D'accord. Le 8e objectif ici, c'est les contrôles significatifs des technologies d'armement émergentes pour protéger les civils contre les préjudices. Ici, je dirais tout simplement, il faut promouvoir l'émergence des nouvelles technologies avec pour objectif de promouvoir une technologie pacifique et du développement et non une technologie d'armement. Ça, c'est ce que je dirais pour cet objectif. Et l'objectif 8, c'est construire des partenariats avec les gouvernements et les organisations de la société civile. C'est la raison pour laquelle nous travaillons aussi et nous allons travailler dans l'avenir, par exemple, avec l'organisation Lisanga, toujours avec cet objectif de faire avancer nos idées pour offrir aux populations africaines un environnement sûr et sécurisé où la maîtrise d'armement est contrôlée. Le 10e objectif, c'est le désarmement et le développement pour construire un monde de liberté où la peur et la misère est bannie. Alors, dans cet objectif, je me réfère aux objectifs de développement durable. Comme on a un problème avec les temps, je m'en vais directement aux mesures à prendre pour poursuivre les désarmements. Alors, au niveau des mesures à prendre, il y a beaucoup de mesures. Il y a beaucoup de mesures, c'est-à-dire il faut négocier les traités, il faut délibérer sur les questions des armements, il faut interdire, restreindre. Si vous lisez tout ce qu'il y a ici, vous allez vous rendre compte que je reviens dans la définition. Alors, ce sont des mesures aussi qui sont prises au niveau des Nations Unies pour poursuivre les désarmements. Je vais passer vite parce que nous courons derrière le temps. Et il y a aussi d'autres étapes en matière d'armement. Et j'aimerais vraiment aussi passer cette étape parce que ça fera aussi l'objet d'une autre session où on va en discuter en long et en large. Alors, vous allez m'accorder quelques minutes pour expliquer comment les questions relatives au désarmement sont-elles traitées. Ici, je fais allusion directement au mécanisme du désarmement. J'avais dit tantôt, on ne peut pas comprendre c'est quoi le désarmement sans comprendre comment fonctionne son mécanisme. Les désarmements et les systèmes des Nations Unies ont mis en place un mécanisme pour le bon fonctionnement des affaires du désarmement. Et ici, j'aimerais préciser avant toute chose qu'il existe des mécanismes. Il y a les mécanismes internes et les mécanismes externes. Le mécanisme interne est constitué de l'Assemblée générale, Commission du désarmement et la Conférence du désarmement. Le mécanisme externe est constitué en fait du Conseil de sécurité, de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et la commission préparatoire sur l'interdiction des essais nucléaires. Mais c'est quoi le mécanisme? Ici, avant toute chose, il faut comprendre que le mot mécanisme a été utilisé pour la première fois à l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois que c'était en 1978,
lors de sa 10e session extraordinaire pour désigner un organe de délibération, de négociation et de négociation à la matière. Ce qu'il faut comprendre ici, le mécanisme, c'est un organe de délibération, de négociation en matière de désarmement. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Je n'aimerais pas aller dans les détails, expliquer c'est quoi l'Assemblée générale, bien qu'il y a plusieurs informations sur lesquelles il fallait discuter. On en fera également une session pour expliquer ces mécanismes. Et je n'aimerais pas aussi aller dans l'Assemblée générale, commencer à expliquer comment ça a été créé, qu'est-ce que l'Assemblée générale fait exactement. Et même la commission du désarmement, je n'aimerais pas expliquer la conférence ici, je n'aimerais pas vraiment expliquer tout ça aujourd'hui, vu que le temps n'est pas à notre avantage. Mais ce qu'il faut retenir ici est que les mécanismes du désarmement se composent de la conférence de désarmement, de la commission de désarmement, de la première commission et de l'Assemblée générale. Le fonctionnement de ces mécanismes est considéré comme un marqueur de la bonne santé du désarmement. C'est-à-dire, lorsque le mécanisme fonctionne bien, il y a des délibérations sur des questions relatives au désarmement ou en un tel cas, il y a le vote, il y a la négociation à la matière. Lorsque ces mécanismes fonctionnent bien, c'est ce qui contraint les États qui posent problème au niveau du système international à rejoindre la position des autres pour aboutir à un désarmement d'une manière généralisée. Mais pour finir cette étape du mécanisme, j'aimerais vous rappeler une chose. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. L'Organisation des Nations Unies, à travers son mécanisme, joue 3 rôles liés mais distincts. Premièrement, le mécanisme est considéré comme un point focal et source d'idées qui définissent les nouvelles normes et politiques. Vous allez vous rendre compte, par exemple, aujourd'hui, nous avons affaire aux drones et aux robots tueurs. Et ces armes-là sont en train de causer des dégâts au niveau international. Les Nations Unies sont en train de réfléchir actuellement. D'ailleurs, pour votre information, nous sommes membres de cette organisation qui milite sur l'interdiction des killers robots, donc des robots tueurs et drones et autres. Et les Nations Unies actuellement sont en train de réfléchir sur comment mettre en place des mécanismes ou développer des outils pour interdire ou limiter ce type d'armement. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies, premièrement, est considérée comme une source d'idées qui définissent les nouvelles normes et politiques en la matière. Deuxièmement, les Nations Unies, par son mécanisme de désarmement, est considéré aussi comme forum multilatéral de négociation des positions internationales communes. C'est-à-dire, les Nations Unies offrent un cadre d'échange pour négocier, que ce soit sur le plan latéral ou multilatéral, sur des positions communes visant à interdire ou à limiter tel ou tel type d'armement. Et troisièmement, les Nations Unies est considérée comme une source de légitimité pour la promulgation des normes internationales faisant autorité qui appellent les États à l'adhésion d'un tel ou tel traité au niveau international. Ici, c'est-à-dire quoi? Je donne l'exemple du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Ce traité a été négocié d'abord en dehors des Nations Unies. C'est la campagne pour l'abolition comment s'appelle la campagne en fait? La campagne interdisant les armes nucléaires, ICAN, qui a commencé cette campagne pour dire non, il fallait interdire les armes nucléaires. Ce n'était pas l'ONU. Mais comme c'est l'ONU qui donne la source de légitimité à un instrument juridique pour les rendre contraignants avec pour objectif d'interdire ou de restreindre tel ou tel type d'armement, c'est la raison pour laquelle ICAN
a ramené toutes ces négociations au sein des Nations Unies à partir de 2017, qui a abouti en 2021, je crois, à l'entrée en vigueur de cette convention. Donc, l'ONU est point focal, l'ONU est d'abord point focal, forum multilatéral et source de légitimité en ce qui concerne tous les traités et instruments juridiques contraignants. Il y avait tellement de choses à partager, mais en une heure, c'est très compliqué. Donc, tout ce qui reste ici fera aussi l'objet d'une session éducative où nous allons également parler du nouveau programme des Nations Unies sur le désarmement qui place le désarmement d'ailleurs au cœur des priorités de l'ensemble des systèmes des Nations Unies et qui propose un désarmement au secours de l'humanité, un désarmement qui sauve des vies, un désarmement pour les générations futures et un renforcement des partenariats en matière de désarmement. Chers participants, voilà un peu ce que j'avais à partager. Je sais que je n'ai pas fait tous les contours, mais je reste à votre disposition pour des questions et suggestions. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur exécutif, pour cette belle présentation. Alors, juste pour rappel, voilà, il a parlé de plusieurs sujets, il a posé plusieurs questions, entre autres, c'était quoi le désarmement? Il nous a donné une belle définition que c'est un acte qui consiste à rendre les armes, un processus graduel de réduction des niveaux d'armes, d'élimination d'ailleurs des armes. Il a donné une définition par rapport à l'OTAN et il a rappelé des objectifs majeurs du désarmement, donc les 3 piliers des États-Unis. Il a rappelé également pourquoi le désarmement est si important. Donc là, on a cité les piliers des Nations Unies qui étaient la paix, la sécurité, les droits humains, le développement durable. Et donc, on revoit bien que le désarmement est bien au centre de tous ces piliers. Et le directeur nous a bien rappelé aussi les objectifs du désarmement, les 10 objectifs du désarmement, les mesures à prendre pour la lutte contre la prolifération des armes et voilà, et toutes les questions qui sont relatives aux traités et les mécanismes internes et externes. Donc, sans plus attendre, on va procéder à l'ouverture des questions-réponses. Donc, voilà, là, on avait une autre vidéo à projeter, mais ça sera pour la prochaine session. Et donc, je vais peut-être demander au directeur, si possible, d'arrêter le partage d'écran. C'est ce que j'essaye de faire. Comment arrêter ça? Alors, vous avez normalement une longue bande qui circule. Arrêter les partages. Exactement, merci. Parfait. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez une intervention, chers participants. Vous pouvez activer les micros. Mais si vous pouvez, normalement, au coin inférieur, je pense que c'est au centre, vous avez un endroit où c'est écrit « Réaction ». Vous pouvez cliquer dessus et puis lever la main et je vous accorderai la parole. Voilà, donc je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Des questions? En tout cas, les directeurs, il se fera un plaisir de répondre. Alors, tac. Non, il n'y a pas de questions. Est-ce que c'était tout bon pour vous? Ça, quand même, je veux bien juste que vous puissiez me dire si oui ou non, c'était bon. Est-ce que c'est bon? Pas de questions? Non? No question? Ah, je vois 2 mains levées. Alors, Achille, tu as la parole. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation très complète sur l'ensemble du désarmement. Moi, je souhaiterais vraiment savoir quelle est aujourd'hui la place de la société civile, justement, et la place des ONG
dans justement ce processus de désarmement mondial et comment ces ONG aujourd'hui ont un réel pouvoir pour approcher justement la paix internationale et la sécurité à travers le monde. Si je pouvais avoir une réponse à cette grande question qui, je crois, est assez philosophique et très actuelle. Je vous remercie. Merci, cher Achille. C'est une question très, très pertinente et c'est une question qui nous concerne parce que nous faisons également partie de la société civile. Nous sommes une organisation des sociétés civiles qui œuvrent pour le désarmement. Alors, aujourd'hui, il a été démontré, il y a plusieurs exemples, mais il est clairement démontré qu'aujourd'hui, la société civile joue un rôle de choix et occupe une place prépondérante sur le processus du désarmement. Par le simple fait que la majorité des mécanismes de désarmement qui ont été négociés ou qui ont abouti soit à des conventions ou des traités, ces initiatives n'ont pas été prises par les États, mais ce sont les organisations de la société civile qui ont porté en fait des causes au niveau des organisations des Nations Unies et autres pour aboutir soit à un instrument juridique contraignant ou soit à un traité de désarmement. Donc, la société civile, non seulement il accompagne les États, mais la société civile joue un rôle très, très capital dans le processus de désarmement. Raison pour laquelle l'existence du CRID, au-delà de promouvoir le désarmement par l'information, sensibilisation et éducation, étant donné que les Nations Unies déjà existent pour maintenir la paix et la sécurité, mais les Nations Unies seules ne peuvent pas. C'est la raison pour laquelle d'autres organisations de la société civile existent. Les Nations Unies maintiennent la paix et la sécurité, mais ces organisations travaillent pour contribuer aux efforts des Nations Unies en matière de paix et de sécurité en accompagnant les Nations Unies dans ces processus-là de faire pression aux États qui utilisent tel ou tel type d'armement afin de les contraindre à revenir dans la table des négociations pour négocier, soit pour réguler, soit pour interdire, soit pour limiter tel ou tel type d'armement. Je pense que j'ai quand même répondu à ta question parce que ta question avait déjà une partie de la réponse. Super. J'ai également une deuxième main levée d'Hamilton. Oui, bonsoir. Bonsoir également au directeur du CRIT. Bonsoir, mon ami. Achille m'a devancé par rapport à la question. Moi, ma question aujourd'hui est de vous poser, je voudrais vous poser plutôt une question de savoir, au regard du conflit russo-ukrainien aujourd'hui, où les États de l'Union européenne ainsi que les États-Unis fournissent un armement et l'Ukraine pour se défendre. Est-ce que c'est une bonne stratégie aujourd'hui pour la sécurité des États européens? Nous avons vu récemment tout ce qui s'est déroulé en Afrique du Nord, notamment en Libye, où des groupes armés ont été financés militairement et à travers des armes. Et aujourd'hui, l'Afrique du Nord et le Sahel sont tous confrontés aux terroristes, aux groupes armés, tout. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de tout ceci, nous ne sommes pas en train de s'aventurer vers une telle situation en Europe de l'Est, où nous pouvons dire que ces armes seront vraiment sans contrôle une fois que le conflit va cesser, même en plein conflit, ces armes pourraient être détournées pour être utilisées. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est une préoccupation également ou je fais une mauvaise analyse, mais je voudrais avoir votre point de vue par rapport à la situation. Merci. Merci, cher ami. Allô? Je pense que c'est en même temps une question et Bien. une analyse également très, très pertinente. C'est bon, je peux répondre? Alors, Oui.
Non, je voudrais voir si je peux parler avant que vous embrayiez sur les deux. D'accord, oui, bien sûr, vous pouvez, si vous avez une question, oui, bien sûr, allez-y, comme ça, il va Ok. répondre aux deux en même temps. Non, Mais- je mais- préfère répondre question par question pour ne pas perdre le fil d'idée. D'accord, ok. D'accord. Donc, je vous écoute et après je reviens. D'accord. Oui, je disais merci Damitote pour ta question. En même temps, tu as posé une analyse qui est très pertinente. Mais j'aimerais également, avant de répondre, de préciser une chose. La réponse que je vais donner n'engage pas CRID, m'engage personnellement. C'est un point de vue que je vais donner parce que je sais que c'est une question très, je dirais même très sensible. Alors, je préfère donner mon point de vue que d'engager CRID à travers ma réponse. Alors, le fait qu'on fournit les armes à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie, moi, à mon humble avis, je pense que ce n'est pas la meilleure des méthodologies. En fait, aujourd'hui, il est clairement démontré que ce n'est pas l'Ukraine qui se bat, mais ce sont certaines puissances qui mènent une guerre par procuration à la Russie à travers l'Ukraine. Alors, déjà, il faut savoir, en relation internationale, les grandes puissances ne parlent qu'en rapport de force. Tu es internationaliste et tu sais de quoi je parle. Et de la manière où vont les choses, Vladimir Poutine a brandi 2 fois l'épée nucléaire, a menacé 2 fois d'utiliser l'arme nucléaire lors d'un conflit armé. Et cela renforce cette thèse-là où les armes nucléaires entrent de plus en plus dans la tendance de la catégorie des armes qui peuvent être utilisées lors d'un conflit. J'ai même suivi les proches de Poutine lors de leurs interviews. Ils ont dit, ils veulent nous faire la guerre, mais ils doivent comprendre que si un jour la Russie va disparaître, la Russie ne va pas disparaître seule. Cela veut tout dire. Cette situation d'armer l'Ukraine pour aller attaquer la Russie nous conduit tout droit vers l'apocalypse nucléaire anticipée. Et si les Occidentaux, à travers l'OTAN, ne resserrent pas les taux, ne reviennent pas à la raison, en suivant, je dirais même bêtement, les États-Unis, qui ne sont ni touchés ni affectés pour le moment, l'Europe va disparaître. L'Europe va disparaître parce que la capacité que la Russie a à travers ses armes nucléaires et les armes nucléaires qui sont logées ici en Belgique pour le compte des États-Unis, il suffit que ça détonne. La France aussi a des armes nucléaires, l'Angleterre également. L'Europe risque de disparaître. Alors, moi, étant militant en faveur du désarmement, je ne peux que souhaiter que toutes les parties prenantes reviennent à la table des négociations pour négocier une paix durable où la souveraineté de la Russie est respectée, de l'Ukraine également, et où les gens vont vivre en paix et en sécurité. Voilà tout ce que moi je peux donner comme réponse, mais c'est un point de vue qui m'engage personnellement. Ça n'engage pas les CRID. Voilà. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, allô, monsieur. Est-ce que je peux parler? Oui, bien sûr. Ok, je voudrais d'abord vous remercier pour cette initiative et pour mon professeur Liloudini Damitot et dire que, comme je l'ai dit à l'entame des présentations, que je venais plus pour apprendre. Oui. Alors, je voudrais dire que sur ce qui est
de la question de l'Ukraine et de l'URSS, on ne trouvera pas de solution. Mais ce que moi, je pense être fondamental pour nos États, c'est, pour parler de désarmement, il faut parler de l'armement. Qui arme? Qui fabrique? Mais c'est d'abord là où nous devons commencer. Si les gens se tapent avec des brindilles de Nîmes ou de Calcédra, ils ne feront pas autant de victimes que ceux qui se combattent avec les armes. Mais on ne parle rien de cela. On parle de désarmement. On ne peut pas parler de désarmement s'il n'y a pas armement. Mais si je prends le cas des États-Unis, où on parle des lobbies d'armes, mais vous dites quoi? Les États-Unis, la plus grande puissance du monde, est incapable de régler ce problème. On ne peut pas dire que, bon, on va parler de désarmement et réussir, si on ne parle pas d'armement, parce qu'il faut d'abord que vous, les organisations-là, que vous puissiez dire aux gens que c'est ça qui crée les problèmes. Ensuite, mais nous sommes aujourd'hui dans l'extrémisme violent. Mais comment est-ce que ces armes-là circulent? Quand on dit que des terroristes viennent avec des véhicules, mais on les vend comment? Quand on sait que pour les États, pour acheter des armes, il y a un processus à suivre. Les autres qui ne sont pas de l'État, comment ils se procurent des armes? Voilà la question. Et puis, on ne finira pas de parler d'armement. Tant qu'il y aura armement, tant que les armements ne seront pas contrôlés, tant que chacun pourra aller se procurer une arme. Non. Toutes les opérations que nous faisons, ce n'est pas normal. On dit, si tel pays veut acheter les armes, il faut qu'il fasse ça. Mais ceux qui n'achètent pas par la voie officielle, là, des gens qui ont des armes aussi puissantes que des armées régulières, comment est-ce que vous comprenez ça? Comme on est dans un débat, je disais que c'était beaucoup plus pour comprendre, pour apprendre. Bon, voilà quelques interrogations que je me fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dani, est-ce que je peux prendre la parole, directeur? Merci, Cordon. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un débat, oui, comme vous avez dit, monsieur, et c'est vraiment ce que vous avez dit, c'est très pertinent également. Ben, j'aimerais dire ceci d'abord, avant de passer la parole au directeur. Cette série de cours vise à mettre à notre disposition, à tout le monde, un matériel éducatif de qualité sur les désarmements, la maîtrise des armements, la non-prolifération et sur toutes les questions transversales de sécurité telles que les gens, le développement. Et par rapport à ce que vous venez de dire, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est la première session, mais si on continue avec d'autres sessions, nous verrons là où nous parlons, par exemple, de ce qu'on appelle la diversion. Et d'où proviennent les armes, comment ces armes arrivent aux mains des rebelles ou des terroristes. Il y a cette partie-là aussi qui est réservée. Et aujourd'hui, c'était plus une introduction pour savoir c'est quoi d'abord les désarmements. Aujourd'hui, c'était pour savoir, parce que oui, on doit parler des armements, mais les désarmements en soi. Parce que les centres de recherche, les CRID, a pour objectif de promouvoir les désarmements. Mais OK, les désarmements, c'est quoi? Et pourquoi on doit désarmer? Pourquoi on doit avoir les désarmements? Et je pense que cette question-là, presque personnellement, ça c'est avant que les directeurs puissent émettre un avis par rapport à ça, j'aimerais qu'on puisse aborder cela dans une autre session, au cours d'une autre session, par exemple la prochaine session, où on parlera par exemple de la diversion, des transits, des armes, et comme les fabricants des armes, qui sont les pays exportateurs des armes aujourd'hui, quels sont les premiers pays exportateurs des armes, comment les armes arrivent aux mains des rebelles, des terroristes, des gens, et pourquoi il y a cette diversion. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Moi, je pense que cette question
Dani, si c'est possible, vraiment de garder cela et ce sera un sujet. Mais vous avez totalement raison. Il y a des gens qui alimentent la guerre, il y a des gens qui fabriquent des armes pour créer des conflits partout au monde, en Afrique. Et donc, nous allons aborder ce sujet-là. Merci, c'est ce que je voulais dire. Oui, merci, merci, cher Cordon. Et je partage également votre avis. Et d'ailleurs, vous avez presque tout dit. Et j'avais retenu déjà sur comment cela circule. Alors, Sims, il me semble que tu as coupé le micro. Je vais te faire une demande. Oui, c'est bon. C'est parfait. Oui, je disais merci Cordon, je partage ton avis parce que tu as presque tout dit. Et en ce qui concerne, par contre, qu'est-ce que nous, en tant qu'organisation, nous faisons? Parce que vous avez aussi relevé cela. Et je mets les autres questions et suggestions dans le frigo parce que le Cordon a déjà répondu à cela. Mais en ce qui concerne ce que nous faisons comme organisation, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous organisons de telles sessions éducatives pour vous offrir en fait des outils qui vous permettra de s'engager pour trouver des solutions sur ces questions-là, parce qu'il ne faut pas seulement acquiser ceux qui fabriquent, il ne faut pas seulement acquiser ceux qui financent des guerres et autres, ceux qui alimentent le terrorisme, mais nous-mêmes qui sommes sur place, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nos dirigeants, nos États mettent en place des politiques au niveau national pour contraindre tout ce qui échappe au contrôle d'État, tout ce qui est commerce, les armes incontrôlées et autres? Qu'est-ce que nous faisons? Donc, tout ça aussi, nous verrons ça dans les sessions qui vont venir. Merci. Parfait. Alors, j'ai une main levée. On va répondre à la dernière question, puis on va clôturer cette session éducative. Alors, j'ai Lingom, la personne qui a levé la main, vous pouvez activer votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous laisse également vous présenter, parce que je ne sais pas si vous étiez au tout début. Oui, moi c'est Lingom, comme mon nom l'indique. Je suis juste un passionné des droits humains. Oui. C'est que j'ai étudié, entre parenthèses, Human Rights, parce que j'ai étudié en anglais, quoi. Je me suis vraiment intéressé à l'exposé du président, mais j'avais une question parce que j'ai suivi quand le président a dit, l'exposé, il était d'abord très brillant. Merci pour toutes ces informations. Merci. Mais je me suis posé la question au niveau, quand vous avez parlé que l'Afrique ne s'arme pas, ou bien l'Afrique a pris la décision de ne pas s'armer. Je voulais savoir si c'est une décision que l'Afrique a prise ou alors si elle a été forcée dans ce couloir-là. Donc, là a été ma question. Merci. C'est une très bonne question, mais j'aimerais préciser une chose. Je n'avais pas dit que l'Afrique a refusé de s'armer. J'avais dit par contre que l'Afrique a souscrit à un traité qu'on appelle le traité de Pelindaba, que je vous invite d'ailleurs à lire. Et c'est un traité qui exempte l'Afrique d'armes nucléaires. C'est-à-dire, l'Afrique a pris l'engagement via l'Union africaine de mettre en place ces traités-là pour ne pas se doter, pour ne pas que les États africains se dotent de l'arme nucléaire. Et j'aimerais aussi vous informer qu'il y a plusieurs centrales nucléaires en Afrique. Même au Congo, il y en avait, et en Afrique du Sud. D'ailleurs, l'Afrique du Sud était le premier pays en Afrique qui développait un programme des armes nucléaires. Mais d'ailleurs, même avant ces traités, ils se sont engagés à militer en faveur des armements et ils ont démantelé ces programmes-là sur les armes nucléaires. L'Afrique a droit de s'acheter des armes pour défendre non seulement les continents, mais chaque pays africain a droit de défendre son intégrité territoriale. Donc, il doit s'armer pour se protéger. Mais en ce qui concerne les armes nucléaires, c'est à travers ces traités
cet instrument juridique contraignant, que l'Afrique a adopté une position, je dirais, commune, en se disant non, nous, on décide de ne pas se doter d'armes nucléaires. D'ailleurs, pour renchérir, je dirais même que ces zones exemptes d'armes nucléaires n'existent pas seulement en Afrique. Il y en a 5 actuellement, et en Amérique du Sud également. Et actuellement, l'ONU travaille sur cette possibilité-là qu'il y ait une zone exemptée d'armes nucléaires aussi au Moyen-Orient. Donc, c'est une question sur laquelle ils sont en train de travailler. Je pense avoir répondu à votre question et merci vraiment pour votre participation aussi. Dani, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Merci. On a parlé du traité en ce qui concerne les Africains. Oui, c'est vrai, on peut se dire qu'ils ont voulu signer ces traités-là ou adopter les traités par rapport à une influence quelconque, X, Y. C'est vrai. On peut se poser la question pourquoi les États-Unis ont toujours les armes nucléaires, mais les Africains doivent se désarmer. Parce que quand nous parlons quand nous parlons de désarmement, nous parlons également de désarmement nucléaire. On a vu ça ici. Et pour nous, on pense que quelqu'un doit faire un pas. C'est vrai, certains présidents, certains chefs d'État africains ils sont dictés, c'est vrai, par l'extérieur. Je ne vais pas citer les noms aujourd'hui. Mais ce qui est plus important, c'est travaillons pour la paix. Et tant que nous travaillons pour la paix, on ne peut pas se dire l'autre ne veut pas travailler pour la paix et nous, on ne travaille pas pour la paix. Non, faisons un pas, faisons, comme vous parlez anglais, let's lead by example. Par exemple, soyons des exemples pour certaines générations, travaillons ensemble pour la paix, pour le maintien de la paix, pour contribuer au maintien de la paix. Et je pense que c'est ça. Sinon, c'est vrai, il y a plusieurs chefs d'État, je pense que c'est ce que vous voulez dire, il y a plusieurs chefs d'État qui reçoivent des injonctions venant d'ailleurs et pour accepter certains traités également, ça c'est vrai. Mais moi, je pense que si un traité est est effectif et bien pour notre humanité, pourquoi pas emboîter les pas? Merci. Merci beaucoup pour vos interventions et pour vos questions. Je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là et rassurez-vous, on va mettre en place d'autres sessions de ce type où on va aborder plusieurs autres thématiques, toujours autour du désarmement. Je salue la présence de M. Tankoué également. Bon, Yannick n'a pas posé de questions, je comprends. Mais je salue la présence de M. Tankoué qui se trouve actuellement en Égypte. Merci pour ta participation. Et je tiens à rappeler que c'est aussi l'un des experts. Il s'occupe de tout ce qui est armes chimiques et questions environnementales. Donc, je signale sa présence. Merci pour ta participation. Je sais qu'on va se dire qui est M. Tankoué. M. Tankoué a un nom Joseph là. Si vous voyez M. Joseph sur l'écran, c'est lui M. Tankoué. Merci beaucoup pour la participation, M. Tankoué. Alors, donc, vous l'avez compris, la sécurité humaine, individuelle et collective est aujourd'hui au cœur des enjeux nationaux et internationaux. Les armes de destruction massive, les armes légères, des petits calibres, tout ça, ça représente une grande menace pour les peuples et surtout pour la planète tout entière. Donc, je vous rappelle, cette session avait pour objectif de permettre aux participants d'avoir une bonne compréhension des différentes questions relatives au désarmement et au contrôle des armes, et surtout à la non-prolifération de toutes ces armes. Et voilà. Donc, en gros, je tiens à remercier tous les participants qui ont été sur ces webinaires. Et surtout, voilà, je vois qu'on me rappelle qu'on devait faire une petite photo ensemble pour finir. Donc, je pense que ça devait être dans les conditions qu'on vous a envoyées. Juste avant de faire la capture, je tiens à vous exprimer au nom du CRIDS tout entier, chers participants, ma satisfaction au regard de la richesse des travaux de ces jours. Et surtout, je vous remercie pour votre attention. Et juste avant de déclarer la session close,
si vous pouvez juste allumer vos caméras pour faire une petite photo. Ça sera pour nous. Alors, Damitot, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Oui, je suis là. Dani, je voulais dire une chose rapidement. Oui, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas CRID, CRID, c'est le Centre de recherche et de formation pour le désarmement et la sécurité. Nous sommes sur toutes les plateformes. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook. Bientôt, notre site sera disponible. Nous sommes sur LinkedIn as well, aussi, pardon. Et je pense que, please, veuillez nous suivre sur sur notre réseau, sur ces plateformes et nous serons vraiment ravis. S'il y a des questions, nous sommes là pour ça également. Si vous voulez rejoindre CRID également, vous êtes le bienvenu et donc nous sommes là pour ça. Moi, par contre, je ne pouvais pas laisser Dani finir sans dire un grand merci à l'organisation d'Isanga qui se sont joints à nous dans le cadre de cette activité. Un grand merci. Seul, on est fort, ensemble, on est invincible. Merci. Peut-être pour ajouter à ce que le directeur a dit pour me permettre, je tiens également à remercier la communauté Lisanga Africa et également l'organisation internationale AESEC Togo avec deux comités locaux, AESEC Université de Lomé ainsi que AESEC Université de Kara qui nous ont fait l'honneur d'être présents. Et un sincère remerciement au dernier monsieur qui a intervenu. Je vous rappelle qu'il est le préfet de Thone, d'une région dans le nord du pays, qui est pleinement touché par le terrorisme et l'extrémisme violent, dont une attaque s'est produite il y a quelques heures déjà. Et le pourquoi son intervention a été vraiment ciblée, je comprends parfaitement et nous le remercions de nous avoir accordé également cela. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, les petits sourires. Alors oui. Damitot n'est pas là. Oui. Damitot n'est pas là sur l'écran. Oui. Directeur, vous allez clôturer. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Directeur, oui, on te parle. Non, je voudrais avoir monsieur le directeur parce que c'est lui qui va clôturer. Oui, je vous écoute. Hein? Ok, monsieur le directeur, cela a été un très grand plaisir pour moi. Plaisir partagé. De prendre part à cette rencontre d'échange. Et comme je l'ai dit au départ, c'était beaucoup plus pour moi, pour apprendre que pour enseigner. Et comme je l'ai dit, Damitot, c'est un de mes enseignants. Bon, je cherche toujours à creuser, à savoir, à comprendre pour voir comment je peux transformer mon milieu. Alors, donc, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi. Je vous remercie d'avoir accepté que je prenne part à cette table des grands. Bon, c'est en restant avec les grands qu'on devient grand. Merci et que Dieu vous aide dans votre mission. Merci beaucoup, c'est partagé. Merci beaucoup. Damitot, est-ce que tu peux juste allumer ton écran et puis on va prendre la photo et puis partir? Je sais qu'il y a match, il y a football, il y a des gens qui veulent aller regarder le football, donc c'est mieux. Damitot, ton écran. Je pense bien. Je suis connecté sur l'ordinateur, au fait, aussi. Deux comptes. Alors, 1 à 3, je le prends. 1, 2, 3. Parfait. Je vous remercie pour votre présence et je déclare cette session close. Passez une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.